du Centre d'enfants et aux adolescents. Je m'appelle Kamani Kabamba. Plusieurs enjeux administratifs. Ceux qui veulent écouter la présentation en français, cliquez sur Floor et choisissez français. Pour continuer et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur Présentation au haut à la gauche de l'écran. Pour suivre la présentation en français, télécharger la présentation en français de la présentation en cliquant sur le document à la droite. Sentez-vous libre de télécharger l'anglais et le français en cliquant sur anglais et français sur l'écran. Nous aurons une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes. Pour poser une question, écrivez sur le clavardage à droite votre question et vous pouvez soumettre votre question à n'importe quel moment. Si vous êtes en groupe, incluez la quantité de personnes que vous avez dans votre groupe, dans les participants, et nous commencerons notre discussion maintenant. Bienvenue tout le monde à l'atelier Attente. Bienvenue tout le monde à l'atelier Attente relative au système, travailler avec des familles de nouveaux arrivants, immigrants et de réfugiés. Aujourd'hui, nous allons faire un survol concernant l'information démographique, l'expérience migratoire, le statut d'immigration, les obstacles à la gestion des attentes et la compétence culturelle. Maintenant, quand nous parlons de système, en fait, nous parlons de quelque chose d'ample, c'est-à-dire n'importe quel organisme privé, public, à but non lucratif qui, à un certain moment, pourrait donner des services à des nouveaux arrivants et des familles. Et comme tel, un système peut vouloir dire la police, des systèmes de mieux-être des enfants. Il peut s'agir d'un hôpital, d'un fournisseur de soins de santé mentale. Et un système peut aussi être considéré comme plusieurs parties qui travaillent ensemble en tant que réseau. Par exemple, le Centre d'appui aux enfants et aux adolescents. Regardons quelques chiffres tout d'abord par rapport à ceux dont nous parlons quand nous parlons d'immigrants, de nouveaux arrivants et de réfugiés au Canada. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici l'une des prévisions de 2019 à 2021 qu'Immigration Canada a préparée afin de prendre des décisions concernant la quantité de nouveaux arrivants et d'immigrants ils vont accepter chaque année. Regardez le côté gauche. Vous avez une description des catégories des nouveaux arrivants au Canada. Et du côté droit, vous avez les chiffres, la quantité de nouveaux arrivants que nous attendons à recevoir chaque année. Du point de vue des 3 années à suivre, donc pour le 2019, la prévision est d'à peu près 300 000 et en 2021, à peu près 350 000 plutôt. Pourquoi cela est important? Parce que quand on voit une tendance dans vos services, dans les services offerts aux nouveaux arrivants, alors est-ce que vous voyez ces chiffres dans le type de client que vous voyez? Maintenant, si cela est le cas, qu'avez-vous fait là-dessus? Et sinon, quelle est la raison pour laquelle quelques-uns de ces clients ne viennent pas vous voir? Donc, une partie de la présentation va souligner les enjeux avec la quantité de nouveaux arrivants qui arrivent au Canada et va voir si l'organisme est préparé à travailler avec eux de façon qui soit sensible du côté culturel. La prochaine diapo nous montre les chiffres de résidents permanents qui sont admis au Canada. Ces statistiques sont de l'an 2017. Vous pouvez voir qu'elle divise les choses en différentes provinces et territoires. Et encore une fois, c'est important de prêter attention aux catégories d'immigrants qui sont acceptés dans chacune des provinces ou territoires. Par exemple, vous pouvez voir que quand il s'agit des immigrants
économique, il existe des provinces qui ont des pourcentages beaucoup plus élevés que les autres. Quand il s'agit du regroupement familial, il existe des provinces qui en ont plus, d'autres qui en ont moins, et cela vous donne une idée de comment la population des immigrants est distribuée au Canada quand ils arrivent au début. Donc, l'une des choses desquelles nous allons parler, et la raison pour laquelle, en partie, il s'agit ici de nouveaux arrivants, immigrants et réfugiés, c'est parce que ces catégories sont très différentes par rapport à comment les gens font cette immigration au Canada. C'est important de comprendre comment ils immigrent, une fois qu'ils sont ici, quel est le statut d'immigration et ce qui leur est disponible quand ils sont déjà là pour qu'ils puissent avoir accès aux services. Par exemple, ici en Ontario, vous pouvez voir que du point de vue des immigrants économiques, il s'agit d'à peu près 46 %. Les familles, 32 %. Et les réfugiés et personnes protégées, à peu près 19 %. Donc, en général, les chiffres sont grands. Chaque province se trouve au bas. Et vous voyez que l'Ontario a l'une des populations les plus grandes, avec plus de 100 000 par an. Maintenant, la prochaine diapo nous explique, une fois qu'ils arrivent, ou plutôt avant qu'ils n'arrivent, est-ce que ces nouveaux arrivants peuvent parler l'anglais ou le français, la langue du pays. Donc, c'est important de tenir en tête quelle est la différence entre nouveaux arrivants, immigrants et réfugiés, parce que cela s'applique aussi à leur capacité, une fois qu'ils arrivent ici, à parler l'anglais ou le français. Comme vous pouvez le voir, quand il s'agit des immigrants économiques et des regroupements familiaux, leur possibilité de parler l'anglais ou le français est un peu plus élevée que la capacité qu'ont les réfugiés et les personnes protégées. Donc, cela parle de la capacité que vous avez de fournir des services aux réfugiés et possiblement des services linguistiques quand vous vous rencontrez avec des clients qui sont des réfugiés. C'est important de comprendre qu'il existe des barrières par rapport à avoir accès aux services et à continuer à les obtenir et finalement réussir dans la livraison de ces services. Donc, les tendances de réinstallation qui ont lieu, de janvier de 2015 à décembre de 2017, le Canada a admis environ 94 000 réfugiés réinstallés, dont 51 000 étaient syriens. C'est un chiffre très important. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils arrivent ici, ils auront besoin d'avoir accès à de différents types de services et ils seront en contact avec de différents systèmes que nous avons mentionnés auparavant, la police, la protection à l'enfance, les hôpitaux et d'autres agences qui pourraient peut-être leur octroyer du soutien. Comme je l'ai donc dit auparavant, une fois que l'on sait que ces chiffres s'approchent, on peut se demander, en tant que fournisseur de services, que peut votre agence faire pour répondre aux besoins de ces personnes quand les chiffres vont augmenter le long des années, en fait. Donc, vous pouvez voir presque 28 000 des 92 000 réfugiés qui existaient en 2018 ont été pris par le Canada. Des 1,4 million de réfugiés de 2018. Donc, nous devons prendre en compte ces chiffres quand nous fournissons des services aux nouveaux arrivants et aux familles des réfugiés. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait aussi parler des attentes, c'est-à-dire quand les nouveaux arrivants et les familles de réfugiés viennent vous voir ou viennent à obtenir des services, l'organisme a des attentes par rapport à comment livrer les services. Mais en même temps, les nouveaux arrivants et les familles des réfugiés ont leurs propres attentes par rapport à comment ils voudraient obtenir ces services. Donc, ce qui est le plus important à faire, c'est de s'assurer que ces attentes soient compatibles, parce qu'autrement, c'est là
ou bien évidemment les services ne sont pas fournis de la façon correcte. Ils pourraient ne pas avoir accès à des services à long terme, ils pourraient ne pas retourner à en obtenir. Des services à long terme, ils pourraient ne pas retourner à en obtenir. Donc, voilà la raison pour laquelle c'est très important de prêter attention à la population qu'on est en train de desservir. Nous devons aussi prêter attention à l'histoire de migration de ceux que vous êtes en train de desservir. Donc, si nous parlons de l'historique de la migration, c'est très important de comprendre toujours qui sont ceux que nous sommes en train d'accueillir, d'où viennent-ils. Mais ce qui est le plus important est de comprendre aussi comment ils sont arrivés ici. Et là, il s'agit du début de comment gérer les attentes par rapport au système, comprendre l'histoire de la migration, les attentes que cette population a et les stresseurs que l'on a qui sont adhérés à cette histoire, à cette expérience migratoire. Alors là, nous avons ces deux catégories, les gens qui choisissent immigrer au Canada et les gens d'un autre côté qui ne le choisissent pas, mais qui sont réinstallés plutôt. Et les gens pensent que quand il s'agit des populations des réfugiés, il n'y a aucun choix par rapport à où se réinstaller. Ceux qui décident d'immigrer, là, oui, on passe par un processus et c'est leur choix d'immigrer. C'est là leur choix. Mais ceux qui se trouvent dans des camps de réfugiés ou dans un pays en guerre et ils sont réinstallés au Canada, alors là, ces personnes-là ne choisissent pas où se réinstaller. Donc, le premier pas pour comprendre l'expérience migratoire est vraiment de comprendre les conditions dans le pays d'origine. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui était en train de se passer dans leur pays d'origine? Qui les a fait vouloir soit émigrer au Canada de façon volontaire ou se voir forcés à se réinstaller au Canada. Une partie de l'expérience migratoire nous indique qu'il faut toujours se rappeler du fait qu'avant que les gens ne viennent au Canada, ils ont une histoire. Parce que nous tendons à oublier d'où viennent les personnes ou nous ne prêtons pas attention à leur histoire avant qu'ils ne soient venus au Canada. Donc, je pense que l'expérience migratoire nous indique que c'est important de savoir quelle est la population que l'on va desservir. Est-ce qu'ils sont des nouveaux arrivants, des réfugiés? Et ils ont une histoire qui se passait avant qu'ils n'arrivent ici. Et cette histoire est pleine de force et d'espoir. Et en même temps, beaucoup de stresseurs existent là par rapport à leur décision de venir. Donc, il faut connaître les conditions dans le pays d'origine, savoir quel est leur statut dans leur pays d'origine. Étaient-ils des médecins, des ingénieurs avant de faire cette immigration? Et quelle était leur expérience dans leur pays d'origine? Par exemple, est-ce qu'ils ont dû fuir d'une guerre? Est-ce que l'on avait des activités qu'ils ont faites et c'est là qu'ils ont subi la persécution du gouvernement. Donc, toutes ces choses-là sont très importantes à savoir parce que c'est une partie de leur histoire, de qui ils sont, de ce qui fait qu'ils puissent s'adapter à un nouvel environnement. Avoir accès, par exemple, à des ressources ou bien tout simplement naviguer facilement le système quand d'autres peut-être n'auront pas la possibilité d'avoir ces expériences et alors là auront besoin davantage de soutien une fois qu'ils seront là. Donc, la deuxième étape dans cette expérience migratoire, c'est les raisons pour lesquelles ils ont quitté le pays d'origine.
Comme je vous l'ai dit, il y en a qui ont été poussés à venir ici, les réfugiés et les personnes protégées, et d'autres ont décidé de venir. Ils ont dit, vous savez quoi, c'est un bon moment pour déménager à un nouveau pays et pour une raison économique, cette distinction entre les personnes qui décident de venir et ceux qui sont réinstallés. Donc, juste après les raisons pour venir ici, qu'il s'agisse d'une guerre civile, d'une persécution ou qu'il s'agisse de raisons économiques, avant qu'il n'arrive au Canada, par exemple, il pourrait, par exemple, transitionner dans un troisième pays. Et c'est encore une fois un facteur très important à prendre en considération. Par exemple, l'un pourrait passer de son pays d'origine aux États-Unis avant de venir au Canada, et cette transition pourrait prendre des années ou des mois. Et la même chose s'applique aux réfugiés. Donc, dit d'une autre façon, une fois qu'ils fuissent de leur pays d'origine, ils pourraient terminer par être dans un troisième pays. Et dans le cas des Syriens, par exemple, beaucoup d'entre eux ont été réinstallés en Turquie ou d'autres pays voisins. D'autres réfugiés en Afrique, par exemple, se sont réinstallés dans de différents pays d'Afrique qui ont accepté des réfugiés. Donc, cette période de transition est aussi une période importante de laquelle nous devons nous rappeler. Et c'est important d'y penser quand on fournit des services et quand on travaille avec des nouveaux arrivants et des familles de réfugiés. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, les réfugiés n'ont pas vraiment un choix par rapport à où ils vont terminer et on n'a pas vraiment de cadre par rapport à leur réinstallation au Canada, dans les États-Unis ou ailleurs. Donc, si on a des réfugiés, par exemple, qui ont fui le Soudan ou le Congo et se sont réinstallés au Kenya et ont passé et ont passé presque 10 ans au Kenya avant d'être réinstallés dans un troisième pays, ces expériences dans ce pays sont des expériences très importantes et c'est aussi quelque chose que nous devons prendre en considération parce que la capacité qu'ont ces populations de s'adapter, de naviguer le système, vont dépendre aussi de cette transition dans ce troisième pays dans lequel ils se trouvaient. Il est donc toujours important de se rappeler que seulement parce que quelqu'un dit qu'ils viennent d'un pays spécifique, cela ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas s'adapter parce qu'il y a une transition, c'est-à-dire, disons que quelqu'un passe par les États-Unis, peut-être c'est plus près au Canada, c'est différent. Donc, l'expérience migratoire, dans toutes les étapes de ce graphique, il existe des forces qui affectent la capacité qu'ont ces groupes d'avoir accès à des services, de s'adapter à un nouveau style de vie, etc. Donc, quatrième composante ici est la réponse, soit des personnes réinstallées ou des personnes qui choisissent de venir. En général, les gens qui choisissent venir se préparent bien, qu'il s'agisse du regroupement familial, par exemple, et ils obtiennent alors le soutien de la famille quand ils arrivent, ou quand on parle des réfugiés et des personnes protégées, là, on a besoin des forces de soutien parce qu'ils viennent en fait avec rien du tout, d'un jour à un autre. Ils sont bougés, disons, d'un pays où ils ont passé la plupart de leur vie à quelque chose de complètement différent et nouveau. Et c'est là où on a besoin de beaucoup de ressources pour les aider. Il existe aussi des ressources pour ceux qui choisissent de venir, mais du point de vue de la quantité de ressources pour les réfugiés et les personnes protégées,
ces ressources, si on en a besoin davantage. Et après être arrivé, il faut apprendre un nouveau style de vie, une nouvelle culture. Et une fois qu'ils sont ici, le plus probable est qu'ils rentreront en contact avec un différent système. Raison pour laquelle c'est toujours important de se rappeler du fait qu'une fois qu'on a quelqu'un face à nous, qu'il s'agisse d'un nouvel arrivant, d'un immigrant, d'un réfugié, l'expérience migratoire est extrêmement importante parce que c'est là où l'on apprend à gérer de différentes situations, à faire face à l'adversité, mais en même temps, il existe des stresseurs associés à cela. Quelques-unes des expériences qu'ils subissent dans leur pays d'origine affectent la façon dans laquelle ils travaillent, par exemple avec la police ou avec les services de protection à l'enfance ou d'autres organismes ou systèmes. Il est donc toujours important de se rappeler que l'expérience migratoire vous donne la totalité de comment regarder viennent obtenir des services chez vous. Donc, une partie de l'expérience migratoire commence avec le statut d'immigration, parce qu'une fois qu'ils arrivent ici, et ceci a à voir avec les ressources aussi, une fois qu'ils arrivent ici, ils arrivent sous de différentes catégories. Il existe ceux qui peuvent venir comme résidents permanents immédiatement et ils arrivent peut-être avec davantage de ressources pour pouvoir s'ajuster, commencer une nouvelle vie au Canada. Mais comme je l'ai mentionné auparavant, la population des réfugiés pourrait ne pas être en train d'arriver avec beaucoup plus que ce qu'on leur a donné que quand ils sont montés dans l'avion. Donc, fondé sur le statut d'immigration, ils pourraient avoir accès à de différentes ressources et non pas à d'autres. Par exemple, les résidents permanents, une personne qui est résidente permanente peut avoir des services financiers gouvernementaux et non gouvernementaux. Maintenant, les réfugiés peuvent avoir accès à ces services, mais à cause de leur catégorie, ils obtiennent du soutien pendant 12 mois et il se peut qu'ils en aient davantage après 12 mois. Maintenant, les demandeurs d'asile sont des gens qui sont ici et ils décident qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine à cause de la persécution et à cause de leur statut pourraient ne pas avoir accès à beaucoup plus que les réfugiés ou les résidents permanents. Donc, le statut d'immigration joue un rôle dans le type de services auxquels ils ont accès. Ceci affecte aussi les ressources financières qu'ils pourraient avoir afin de se réinstaller au Canada. Nous avons aussi la catégorie de ceux qui sont pris en charge par le gouvernement ou le parrainage privé, par exemple les familles qui parrainent les membres de leur famille. Parce que c'est intéressant parce que l'époux ou épouse qui arrive dépend financièrement du parrain. Dit d'une autre façon, parfois, ils pourraient ne pas avoir accès à d'autres services parce que on les a parrainés pour arriver ici. Et dans quelques-uns des cas, par exemple, quand il existe la violence familiale et celui qui est violent et celui qui parraine la famille, alors les parrainés sont dans des situations très difficiles parce qu'à cause de leur statut d'immigration, ils sont limités à certains types de services quand en fait ils en ont besoin beaucoup. Bon. Alors, nous avons parlé de quelques-unes des choses qu'il faut prendre en considération quand on travaille avec des nouveaux arrivants et des réfugiés et leurs familles. Et on a parlé de comment gérer de la meilleure façon les attentes quand ils arrivent. Maintenant, du point de vue de quelques-uns des obstacles à la gestion des attentes, vous savez que beaucoup d'études
montre que le manque de connaissances sur l'expérience migratoire est un grand obstacle parce que, comme je l'ai dit déjà auparavant, si la personne avec laquelle on travaille ne va pas se sentir confortable de partager ses expériences ou n'est pas une partie du processus par rapport à comment gérer certaines situations, et on leur donne tout simplement une, disons, recette. Voilà ce que vous devez faire et comment le faire, sans prendre en compte qu'ils ont peut-être des compétences ou des connaissances, ou ils s'y connaissent à des choses qui peuvent les aider à s'adapter. Il existe ici une situation où la personne, dans ce cas-ci, pourrait se renfermer et ne pas bien réagir à vos suggestions, à vos recommandations. La raison en est que l'on n'a pas pris l'expérience migratoire en considération. Comme je l'ai dit auparavant, dépendant de s'ils ont été réinstallés ou ont choisi de venir, ils ont de différentes attentes peut-être. Ils pourraient peut-être comprendre beaucoup plus rapidement quelques-unes des attentes des systèmes par rapport à l'accès aux services. De quoi a-t-on besoin pour avoir accès aux services? Que faire pour accéder aux services? Comment les services sont-ils interconnectés? Par exemple, les services judiciaires. Ils pourraient peut-être comprendre mieux quelques-unes des attentes différentes. Et quoique quelques-unes de ces entités sont séparées, elles parlent, elles collaborent et ils peuvent suivre des suggestions. Il peut y avoir d'un autre côté quelqu'un qui se réinstalle comme réfugié et pourrait peut-être ne pas s'y connaître à quelques-uns de ces systèmes et ce que l'on s'attend du point de vue des services. Par exemple, une maman qui a vécu dans une zone, dans cette guerre ou dans ce camp de réfugiés, son idée de sécurité pourrait être tout à fait différente de la vôtre. Voici la raison pour laquelle l'expérience migratoire doit être prise en considération, parce qu'autrement, vous pourriez peut-être ne pas comprendre que pour elle, ce que cela veut dire, sécurité des enfants, c'est de prévenir que l'enfant soit tué. Et alors là, la conversation pourrait ne pas bien se passer si vous définissez la sécurité d'une certaine façon sans prendre en compte comment cette personne définit le mot. Nous sommes en fait en train de parler à nouveau de comment l'on définit les attentes et qui est en train de les définir. Et à cause de cela, on pourrait créer une situation par où les attentes deviennent pas du tout réalistes. Maintenant, un autre obstacle est le manque de connaissances sur le statut d'immigration, ce qui revient à ce que je viens de mentionner par rapport au fait que selon le statut d'immigration que l'on a, il existe des services que l'on va pouvoir obtenir, il existe des soutiens que l'on va pouvoir obtenir. Et donc, encore une fois, si quelqu'un ne peut pas avoir accès à beaucoup de services ou de soutien financier à cause du statut d'immigration, donc leur capacité de pouvoir maintenir sa famille serait plus limitée. Peut-être ils ne comprennent pas que le statut d'immigration doit les faire comprendre que l'on ne peut pas avoir des attentes qui ne sont pas réalistes. Et c'est important de se rappeler, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, qu'il existe beaucoup de ressources du point de vue de personnes qui viennent. Et ce n'est pas important s'ils se sont réinstallés ou s'ils sont venus le choisissant eux-mêmes.
c'est-à-dire le système de soutien sociaux auxquels ils étaient accoutumés n'existe plus. Donc, ils ne peuvent plus se fonder sur un voisin ou un membre de la famille pour fournir ce soutien supplémentaire quand quelques-uns des stressors arrivent. On pourrait avoir une situation où ils ne peuvent pas avoir accès à certaines choses importantes parce qu'ils n'ont pas d'expérience canadienne, parce que leur diplôme n'est peut-être pas reconnu ici. Et donc, le travail qu'ils font est très différent de ce qu'ils étaient accoutumés à faire. On est branché là au sujet du statut économique. Dans quelle situation économique étaient-ils dans leur pays d'origine? Et là, maintenant, tout a changé complètement. Donc, cette perte de ressources est quelque chose que l'on doit toujours tenir en compte parce que cela est connecté avec leur estime de soi, avec leur espoir, avec la possibilité d'être optimiste, avec pouvoir être dans un nouveau pays et pouvoir naviguer le système qui est si différent et fournir ce dont a besoin la famille. Maintenant, le prochain domaine est celui du malentendu culturel mutuel, qui a à voir non seulement avec les nouveaux arrivants et les réfugiés, qui ne comprennent pas la culture vers laquelle ils ont déménagé par rapport à comment l'on fait les choses et quelles sont quelques-unes des attentes quand ils rentrent en contact avec le système. Le malentendu culturel mutuel a à voir avec peut-être avoir eu un système similaire au pays d'origine. Par exemple, pour eux, avoir affaire avec la police voulait dire les appeler quand ils avaient besoin d'aide dans la résolution d'un problème. Ici, c'est ce qu'ils pourraient faire. Ici, ils pourraient avoir peur d'être arrêtés, par exemple, ou leur expérience avec la police au pays d'origine les inquiétait beaucoup du point de vue de situations abusives ou de persécution. Et une fois qu'ils rentrent en contact avec la police ici ou avec les systèmes d'aide à l'enfance ou avec les hôpitaux, les systèmes de santé mentale, ils pourraient ne pas comprendre, par exemple, comment recevoir ces services de la meilleure façon. Le système en soi pourrait ne pas savoir comment fournir les services. Donc, le malentendu culturel mutuel est un obstacle auquel nous devons toujours prêter attention. Il faut toujours être conscient de ce malentendu culturel mutuel quand on a à voir avec cette population. Une autre barrière, le manque d'accès linguistique. Comme nous avons déjà dit, dépendant de comment viennent les immigrants au Canada, il existe quelques-uns qui s'y connaissent peut-être à la langue anglaise ou française. La population des réfugiés peut-être pas. Et à cause des barrières linguistiques, on pourrait avoir toute une autre série de stresseurs qui pourrait être aussi une raison de ne pas comprendre les attentes. Un des grands enjeux avec le langage, les langues, a à voir avec le fait qu'une certaine situation pourrait avoir lieu à voir avec le fait qu'une certaine situation pourrait avoir lieu avec un interprète. Et il faut toujours se rappeler quand on a à voir avec des interprètes que l'interprétation est faite d'une façon
qui doit être adéquat du point de vue culturel et respecte les normes et les valeurs culturelles qu'ont quelques-unes de ces familles. Par exemple, quand on utilise un interprète, à un certain moment, le parent pourrait être en contact avec le système des enfants. Et les enfants auraient pu peut-être déjà la langue beaucoup plus vite que les parents. Et les enfants finissent par interpréter pour leurs parents. Et ceci pourrait constituer une très grande barrière lorsqu'on travaille avec les nouveaux arrivants et les réfugiés. Quand on fait que les enfants traduisent pour les parents. Je pense que c'est l'un des grands enjeux et c'est toujours important d'utiliser des services d'interprétation et que ces services soient les corrects. Alors, que devons-nous faire afin de mieux nous préparer pour l'interaction et le travail avec les nouveaux arrivants et les réfugiés? Je pense que l'une des choses qu'il faut toujours tenir en tête, et je viens de le mentionner, c'est le côté culturel des choses. Il faut être conscient de sa culture, de la culture de la personne qui arrive, quelles sont les normes, quelles sont les règles que cette culture établit. Donc, en tant que fournisseur de services dans les systèmes, c'est important de prêter attention à en quelle mesure on est compétent du point de vue culturel pour fournir des services à ces populations. Et la compétence culturelle commence, je pense, avec la sensibilisation aux différences. Que faire pour combler ces brèches? Il s'agit aussi d'une acquisition de connaissances, c'est-à-dire que faire pour fournir des services qui sont sensibles aux cultures. Il s'agit aussi de perfectionner des compétences pour travailler avec cette population et fournir les services qui sont nécessaires pour ce type de population. Donc, la sensibilisation aux cultures veut dire montrer de la sensibilité et faire preuve de compréhension à l'égard d'un autre groupe culturel. Mais avant de même commencer à comprendre la culture de quelqu'un d'autre, c'est toujours important d'être conscient de soi-même, de qui l'on est, de quelle est la culture qui est la nôtre. Cela parle d'attitude, de valeur, c'est-à-dire quand on rentre en contact avec quelqu'un d'un groupe culturel différent, on doit toujours tenir en tête les biais que l'on pourrait avoir, les stéréotypes que l'on pourrait avoir. Donc, je pense que la sensibilisation aux cultures côté compétences culturelles commence avec la conscience de soi. Comprendre quelles sont nos limitations par rapport à comprendre les points de vue de quelqu'un d'autre, la culture de quelqu'un d'autre, et comprendre quels sont les obstacles qui existent quand on ne peut pas fournir des services sensibles aux cultures. Donc, nous avons besoin d'une conscience de soi du point de vue de la sensibilisation aux cultures. Bien évidemment, cela vient avec être ouvert à l'apprentissage, être ouvert au changement, changer nos attitudes et pouvoir vraiment être honnête avec soi-même du point de vue des biais que l'on pourrait avoir par rapport à une certaine culture ou c'est que la façon de comprendre de différents concepts comme les valeurs familiales, les rôles des sexes, les comportements réceptifs à l'aide. La plupart du temps, on parle de l'individuel versus le collectif, c'est-à-dire les normes culturelles au Canada et dans beaucoup de pays occidentaux ont à voir avec la personne individuelle.
Il existe d'autres pays où la collectivité, le collectif est ce qui a plus de poids, disons. Et donc, quand il s'agit des personnes individuelles versus le collectif, il s'agit vraiment de comment les personnes individuelles comprennent les choses et leurs relations avec les autres. C'est-à-dire, il s'agit vraiment de comment les personnes individuelles comprennent les choses et leurs relations avec les autres. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on se définit soi-même et comment est-ce qu'on interagit avec des autres. Par exemple, quand il s'agit des valeurs familiales au niveau individualiste, on pourrait se définir comme parent et comme parent de ses enfants. Et les choses se terminent là. Mais parfois, quand on regarde les choses de façon plus collective, les valeurs familiales ne sont pas limitées à la famille nucléaire. C'est plutôt une extension avec les oncles, les tantes, les grands-parents. Et à cause de cela, toutes ces autres entités ont quelque chose à dire du point de vue de comment l'on fonctionne au sein d'une famille. Il s'agit des rôles des sexes, par exemple. Comment est-ce que l'on comprend la dynamique entre une personne versus une autre au sein d'une structure familiale? Est-ce qu'il s'agit d'une personne individuelle qui a la capacité de choisir des choses pour soi-même tout d'abord, ou est-ce qu'il s'agit de penser à tout le monde et de prendre l'opinion de tout le monde quand on prend des décisions, par exemple? Donc, voilà une autre façon de regarder les choses. L'une des grandes composantes est liée à ce que je mentionnais auparavant par rapport à l'expérience migratoire. Par exemple, quelqu'un qui a vécu dans une société et obtient beaucoup d'aide de la famille élargie, là, le comportement réceptif à l'aide pourrait dire qu'ils vont contacter ce réseau tout d'abord. Disons que quelque chose les inquiète ou ils ne sont pas sûrs par rapport à quelque chose. La première chose qu'ils vont faire, c'est d'utiliser ce réseau parce que c'est comme ça qu'ils sont accoutumés à recevoir l'aide, à chercher de l'aide. Mais quand il s'agit de comportements réceptifs à l'aide au niveau plus individuel, alors c'est différent. Disons qu'il existe une situation où la personne ne se sent pas en sécurité. La première chose que pourrait penser la personne à faire est de contacter la police versus une personne qui pourrait tout d'abord contacter un oncle pour obtenir de l'aide. Disons qu'un enfant est malade. Une personne pourrait vouloir le conseil d'un aîné ou versus une autre personne qui pourrait s'y connaître à la maladie que subit l'enfant, de laquelle souffre l'enfant. Donc, voilà de différentes façons de recevoir de l'aide et c'est toujours important de se rappeler de comment les personnes se voient et comment elles se voient en relation à des autres, parce que cela va éclairer leur façon d'obtenir du soutien. Quand il s'agit de parentage versus l'éducation des enfants, le parentage veut dire plutôt la maman et le papa, les partenaires qui fournissent ce parentage aux enfants. Maintenant, la façon plus collective d'éduquer les enfants
parle plutôt du réseau duquel nous parlions, de la famille élargie, des grands-parents. Toutes ces personnes ont quelque chose à dire par rapport à comment élever les enfants. Et ces recommandations sont prises en considération. Un autre aspect des choses est la foi. Comment est-ce que la foi a un rôle dans la vie de quelqu'un et cela pourrait avoir affaire avec, disons, une personne et leur foi, mais on pourrait être en train de parler aussi d'une personne et de la relation que cette personne a avec sa foi du point de vue collectif. Et cela aussi a un rôle très important par rapport à comment ils se voient et comment ils voient leur relation avec les autres. Donc, comprendre les différentes visions du monde est quelque chose de très important parce qu'encore une fois, on a des attentes par où on pourrait travailler avec une famille où ils auraient peut-être besoin de conseils d'un aîné ou d'un membre de la famille élargie avant de prendre une décision. Donc, ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas accepter des services, ce n'est pas qu'ils soient difficiles, ce n'est pas qu'ils ne collaborent pas, mais plutôt que leur façon de se voir eux-mêmes est une façon collective quand ils prennent une décision et donc ils doivent pouvoir avoir accès à quelques-uns des membres de la famille élargie afin de pouvoir se sentir confortables avec la décision qu'ils vont prendre. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, l'acquisition de connaissances est une composante importante de la compétence culturelle. Il s'agit tout simplement, vous savez, d'apprendre d'autres groupes diversifiés, de leurs caractéristiques démographiques, ceux dont nous avons parlé, par exemple, d'où sont-ils venus, quelle est leur expérience migratoire, quelle est leur expérience avec l'oppression. Comme je l'ai déjà dit auparavant, ils pourraient être des gens qui ont décidé de venir au Canada parce qu'ils ont subi l'oppression dans leur pays d'origine et ils cherchent un environnement plus sécuritaire pour eux-mêmes et pour leur famille. Je pense que c'est aussi très important de se concentrer à leurs points forts particuliers. Comme je l'ai déjà mentionné, quelques-unes de ces familles ont subi beaucoup de choses pour venir ici et ont pu gérer des situations difficiles. Donc, voilà leurs points forts. C'est important de se concentrer aux points forts d'une mort ou d'une famille qui a pu maintenir en sécurité leurs enfants pendant un temps de guerre dans des camps de réfugiés. Comment ont-ils pu le faire? C'est quelque chose qui doit être exploré, qui doit être utilisé lorsque vraiment de reculer un tout petit peu, être moins déterministe, être moins autoritaire quand on comprend les différences culturelles, placer plus de valeur aux expressions culturelles même de l'enfant et de la famille. Comment traduire ce que l'on est en train d'essayer de fournir au sein de leur propre cadre culturel? Et c'est parfois la chose la plus difficile lorsqu'on gère des attentes. Il faut pouvoir reculer un peu et dire, bon, OK, que puis-je faire afin de pouvoir traduire mes attentes pour être en conformité avec la personne avec laquelle je travaille, ses expressions et ses normes culturelles. Donc, il s'agit d'avoir de bonnes aptitudes à la communication, d'apprendre de bonnes techniques d'interaction adaptées à la culture. Il faut établir de la confiance pour permettre aux clients de clarifier leurs priorités dans la vie. Comment est-ce qu'ils définissent leurs problèmes? C'est quelque chose de très important lorsqu'on établit de la confiance. Et il faut bien évidemment réduire les déséquilibres. Est-ce que l'on prend par exemple en considération leur historique pré-migration? Est-ce qu'on se concentre au point fort? Ou bien est-ce qu'on se concentre surtout
l'enjeu à cause duquel ils sont venus vous voir. Il faut utiliser ces facteurs culturels pour faire une meilleure évaluation. Maintenant, le perfectionnement des compétences est quelque chose de continu. Il s'agit d'être conscient de soi-même, de pouvoir avoir accès, utiliser des activités qui sont adéquates du point de vue culturel. Et nous avons besoin d'un échange quand on a à voir avec des cultures différentes pour obtenir tout cela, pour obtenir de la meilleure information quand on a une personne d'une culture qui est différente à la vôtre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit se passer constamment et de façon régulière. Bon, il me semble qu'on est arrivé à la fin du webinaire. Et là, nous accepterons vos questions.